autour de Borkum, en Basse-Saxe. C'est la plus occidentale des îles allemandes. En se retirant à marée basse, la mer laisse apparaître des bancs de sable. On y voit des phoques gris se prélasser. Mais aussi des veaux marins de plus petite taille. Borkum n'est pas seulement le pays des phoques gris et des veaux marins. Les vasières regorgent aussi de crabes et de crustacés. Il y a des vers, des moules, des escargots de mer. Les oiseaux sont également présents en grand nombre. La mer d'Evaden est l'un des meilleurs spots ornithologiques d'Europe. À marée basse, des milliers de bécassos atterrissent sur les vasières et se mettent en quête de vers ou de petits crustacés. Les grues y font escale sur leur route vers le sud de l'Europe ou l'Afrique du Nord. Les animaux, comme les hommes, se sentent bien à Borkum, au cœur d'un parc national. Comme la chasse est interdite, les phoques gris et les veaux de mer sont devenus moins méfiants vis-à-vis des hommes. On appelle ça l'effet Serengeti. Les animaux sentent qu'ils ne sont pas en danger et se rapprochent de nous. Et ce comportement, ils le transmettent à leur descendance. La mer d'Evaden regorge de vie. Et depuis le retour des phoques, cet espace naturel est devenu encore plus sauvage et encore plus beau. Que serait le printemps sans sa jolie messagère? Malgré sa petite taille, l'abeille est un animal d'élevage, au même titre que la vache ou le cochon. Elle joue un rôle essentiel dans notre vie. Mais les abeilles domestiques et leurs cousines sauvages ne vont pas bien. Les butineuses trouvent de moins en moins de pollen issu de plantes non traitées. Les abeilles me fascinent depuis toujours. Architectes de génie, travailleuses acharnées, elles se sacrifient pour la communauté. Ma première ruche, je l'ai transportée enfant sur le porte-bagages de mon vélo. Les abeilles pollinisent 80% des plantes utiles et sauvages. Le problème, c'est que leur taux de mortalité augmente en Allemagne. Un déclin inquiétant dont l'homme est responsable. En plein centre de Berlin, plusieurs colonies se portent à merveille. Étonnant, non? Andreas et l'apicultrice bio Johanna Trenkelbach ont rendez-vous sur l'Alexanderplatz. La famille de Johanna pratique l'apiculture depuis 3 générations. Pour une apicultrice bio, ce site au milieu d'un désert de béton ne semble pas très approprié. C'est vrai que ça peut paraître bizarre à première vue. Mais nous sommes entourés de parcs où les abeilles trouvent du pollen et du nectar tout au long de l'année. Et contrairement à ce qui se passe dans les campagnes, il n'y a pas de pulvérisation de pesticides. De ce fait, l'environnement est très propre. Tout autour de l'Alexanderplatz, les abeilles berlinoises disposent de nombreuses aires de butinage. Dans les arbres bordant les rues et les petits parcs, la table est toujours bien garnie. Les abeilles en quête de pollen s'orientent grâce aux odeurs, aux formes et à la couleur des fleurs. Une abeille aguerrie fait 40 voyages par jour et visite près de 4000 fleurs. Grâce à ses antennes, une abeille perçoit les odeurs les plus subtiles à 360 degrés. Avec ses yeux à facettes, elle perçoit les couleurs normalement,
jusqu'à une vitesse de 5 km/h. Quand elle accélère, elle voit la vie en vert. Elle transforme ainsi plus rapidement les stimuli visuels. Elle peut atteindre les 30 km/h. Les abeilles sont intelligentes, comme en témoigne une expérience que nous avons reconstituée. Les chercheurs ont accroché des feuilles avec 1, 2, 3 et 4 points. Sur la feuille à 1 point, les abeilles sont récompensées au bout d'un certain temps avec de l'eau sucrée. Résultat, 80% des abeilles ne visitent plus que la page avec le moins de points, celle à 1 point. Les scientifiques affichent ensuite une feuille blanche. Rapidement, les abeilles font le calcul. Pas de points, c'est moins qu'1 point, alors une récompense plus importante? Les abeilles domestiques sont capables de distinguer jusqu'à 4 objets et elles savent que 0 est inférieur à 1. Telles sont les conclusions auxquelles les scientifiques ont abouti. En clair, les compétences en calcul des abeilles dépassent celles de certains enfants de 4 ans. Andreas rencontre Benjamin Rutschmann et Patrick Cole dans le Jura Souabe. Ces spécialistes des abeilles sont sur les traces d'animaux de la forêt particulièrement mystérieux. Les pics noirs sont les charpentiers de nos forêts, tout comme les abeilles sauvages, semble-t-il. Mais est-ce que la crise du logement affecte aussi la forêt? Oui, malheureusement. Au printemps, les colonies d'abeilles se divisent, ce qui pose ensuite de gros problèmes de logement. Les cavités creusées par les pics sont très recherchées. À peine arrivées, les nettoyeuses débarrassent le bois des particules, des champignons et des bactéries. Bref, elles font le ménage. Les maçonnes forment une chaîne en crochetant leurs pattes. Cela remplace le fil à plomb pour la construction des alvéoles. Les nourrices bichonnent la reine pour qu'elle ponde une grande quantité d'œufs. Les alvéoles servent à stocker le nectar. Elles abritent aussi la descendance. Ici, une ouvrière est en train de voir le jour. Les abeilles attachent beaucoup d'importance à l'hygiène corporelle. Elles se débarrassent mutuellement des acariens et évitent ainsi la propagation de maladies. Les gardiennes filtrent les entrées. Leur présence est censée empêcher les intrusions. Mais il y a des ratés. Benjamin et Patrick surveillent de nombreux nids. Ils cherchent à savoir qui met en danger les abeilles. Voyons qui a été pris au piège photographique. J'ai hâte de voir ça. Waouh, incroyable. Différentes espèces de pics et aussi des mésanges viennent piller le nid. Il nous est également arrivé d'observer une martre d'épins en train de le vider. Une fois, une maman martre a même repris le nid. On l'a trouvée lors d'un contrôle au printemps. Voilà pourquoi les abeilles mellifères sauvages nichent de préférence tout en haut des arbres. Les chercheurs ont constaté qu'un dixième des trous de pivert étaient récupérés par des collectifs de squatteurs bourdonnants. Sur l'ensemble des zones forestières allemandes, on estime à plusieurs milliers le nombre de colonies vivant à l'état sauvage dans des arbres. On ne pensait pas qu'il y en avait autant. Grimper à un arbre lisse nécessite de l'entraînement. La technique de la corde est fatigante. Le chercheur progresse à une vitesse étonnante. Les apiculteurs d'antan utilisaient la même technique que toi. C'est vrai. Entre le Xe et le XVIIe siècle, les apiculteurs des forêts jouissaient d'une grande estime. Ils creusaient des cavités dans les arbres pour y récolter la cire et le miel produits par les abeilles sauvages. Benjamin et Patrick ont entrepris de protéger certains nids avec un grillage à mailles fines.
la porte reste fermée aux hôtes indélicats. Les abeilles réussissent tout juste à se glisser à travers les trous. La vie dans la forêt repose sur des alliances complexes entre différents acteurs. Cette fourmilière ne fait pas exception à la règle. Toute la forêt est un peu collante, sans doute à cause des pucerons qui colonisent les épicéas. On sait qu'en Allemagne, les pucerons et les fourmis rousses des bois entrent en activité au même moment pendant l'été. Est-ce que ces deux espèces profitent l'une de l'autre? Comme on peut le voir ici, les fourmis grimpent le long des troncs. Elles récupèrent les excréments des pucerons. C'est une substance sucrée appelée miella. Ce liquide collant qu'elles récupèrent couvre une grande partie de leurs besoins en énergie durant cette saison. Les fourmis procèdent à la traite des pucerons. Cette association est appelée trophobiose. Ça va même assez loin. À l'automne, les fourmis vont chercher les pucerons dans leur abri et elles les réinstallent au printemps dans un endroit où la population pourra se développer. Les pucerons prospèrent grâce aux bons soins des fourmis. C'est une aubaine pour les abeilles sauvages qui récoltent le miella. Elles le transforment ensuite en miel, au même titre que le nectar. Finalement, tout le monde y trouve son compte. Pour les fourmis, les abeilles mortes constituent même un repas protéiné de choix. Mais de nombreuses questions restent sans réponse. Comment la colonie d'abeilles réussit-elle à compenser les pertes importantes qu'elle subit? Se divise-t-elle plusieurs fois? Sur l'abeille domestique, il existe une documentation plus importante. À proximité de l'ancienne gare du Nord à Berlin, sur la bande frontière qui séparait l'Est et l'Ouest, la nature a repris ses droits. Andreas y retrouve l'apicultrice bio Johanna Trenkelbach, dont les abeilles contribuent à la biodiversité. Enfin, il y a des exceptions. Ce sont de faux bourdons, des mâles. Ils sont de plus grande taille et ne travaillent pas. Les protégés de Johanna sont en pleine forme, contrairement à de nombreuses abeilles en zone rurale. Que faudrait-il faire, d'après toi, pour sauver les abeilles? Si on veut vraiment sauver les abeilles et assurer la survie de l'espèce humaine, il faudrait se résoudre à interdire totalement les néonicotinoïdes, les insecticides et autres produits nocifs. Seule une interdiction complète mettrait un terme à toutes ces magouilles qui consistent à changer seulement un composant, puis à remettre le produit sur le marché sous un autre nom. Comme le souligne Johanna, l'Allemagne ne peut se contenter des restrictions votées par l'Union européenne. Elle doit aller plus loin. Car les abeilles sont les garantes d'un avenir florissant pour le pays. Quand elle s'élance dans le ciel, elle se drape d'un halo de mystère qui nourrit notre imaginaire depuis la nuit des temps. Les chauves-souris. Le grand murin fond sur ses proies avec une précision extrême. L'oreillard roux inspecte son territoire de chasse préféré, un vieux hêtre. Peu d'insectes échappent aux griffes acérées du murin de Daubenton. La chauve-souris, le seul mammifère volant qu'abrite notre Terre, est apparue il y a plus de 50 millions d'années.
Ces spécialistes des chauves-souris veulent faire la lumière sur les activités de ces créatures nocturnes. Andreas s'enfonce dans le parc naturel du Schönbourg avec Christian Dietz et Val Müller. Leur objectif ? Attraper des chauves-souris, les étudier et les équiper d'émetteurs d'ultrasons servant à les localiser. Les chauves-souris ont une perception du monde qui diffère totalement de celle des humains. Elles s'orientent grâce à des ondes sonores qui leur permettent de localiser leur proie. Ce signal est plutôt fort. Peux-tu nous dire de quelle espèce il s'agit ? C'est un murin de Natterer qui crie 60, 80, voire 100 fois par minute. Il a une large bande passante qui va de 120 kHz jusqu'aux fréquences audibles par l'homme. Il est donc capable de localiser ses proies avec une précision extrême. Malgré la pluie, il est en action à l'abri des feuilles. Il utilise cette zone abritée pour chasser. Le lendemain, le temps sec accroît les chances d'attraper une grande variété de chauves-souris, dont certaines très rares. Les scientifiques installent leurs filets à la lisière d'une forêt de vieux arbres. La barbastelle commune se fait rare en Allemagne. Elle figure sur la liste rouge des animaux menacés. Avons-nous une petite chance d'en capturer une ce soir ? Toutes les conditions sont réunies. Il y a de l'eau, il y a de nombreux insectes, les animaux viennent se désaltérer. Et on en a déjà attrapé une ici. C'est un argument. Les chauves-souris chassent jusque vers minuit, aux heures où il y a beaucoup d'insectes. Une barbastelle s'élance dans la nuit avec ses congénères. Le suspense est à son comble. On en a une. Super. Quelle espèce ? C'est une barbastelle. Félicitations. Ça me réjouit tout particulièrement parce que dans le Bade-Wurtemberg, cette espèce avait disparu. Quelles sont les estimations pour le Bade-Wurtemberg ? Il doit y avoir maintenant 1 millier de barbastelles. Un effectif respectable, car on est pratiquement parti de zéro. Quel honneur ! Elle a une dentition impressionnante. Certains virologues affirment que le coronavirus aurait été transmis des chauves-souris aux pangolins, puis finalement à l'homme. Il est clair que les animaux sauvages ont toutes sortes de maladies virales et qu'ils sont susceptibles de les transmettre à l'homme. Le risque augmente quand les animaux sont maltraités, privés de leur habitat ou quand ils sont élevés ou abattus dans des conditions catastrophiques. Avec elle, je ne me fais aucun souci. Déjà parce qu'elle a de toutes petites dents et qu'elle n'a pas l'air de vouloir mordre. Christian a déjà attrapé près de 10 000 chauves-souris à des fins scientifiques, y compris en Asie. Il n'est jamais tombé malade. Les chauves-souris non plus. Cet animal de petite taille n'est pas gêné par l'émetteur ? L'émetteur représente moins de 5% de son poids. L'antenne, qui est relativement longue, est flexible. Il n'y a pas de risque de blessure. Bien sûr, il préfère sans doute voler sans émetteur, mais ce n'est pas un handicap pour l'animal. Voilà, l'émetteur est fixé, maintenant il faut la marquer. Andreas ? Je suis très flatté. C'est la première fois que je mets du vernis à ongles à une barbastelle. C'est pour indiquer qu'elle a déjà été capturée. Tout à fait. Si on la retrouve quelque part dans les